Allez debout! Nous voyageons à travers le vieux continent à bord des moyens de transport financés par l'Union européenne. Au bout de la voie, Budapest s'éveille. Bienvenue à Budapest où nous avons voyagé en train de nuit depuis la Pologne. Alors nous allons poursuivre notre voyage en cohésion avec tous ces moyens de transport que l'Union européenne tente de booster. C'est particulièrement le cas en Hongrie, un pays qui dépend pour beaucoup des fonds européens. C'est 22 milliards d'euros investis pour la politique de cohésion pour l'exercice 2021-2027. Seulement voilà, une très grande partie de ces fonds est gelée par Bruxelles en raison des dérives et des manquements à l'état de droit du gouvernement de Viktor Orban, un national-populiste en place depuis 16 ans, qui a aussi distribué à ses amis un sujet politiquement explosif. Mais la donne a considérablement changé depuis le 12 avril dernier. Le parti de droite pro-européen TISA, mené par Péter Magyar, a remporté les élections. Il a même raflé 138 sièges sur 199 au Parlement, une super majorité des 2/3 qui lui permet de revenir sur les réformes constitutionnelles illibérales de Viktor Orban. Car en 16 ans de pouvoir, l'ultra-conservateur proche de Moscou avait affaibli l'état de droit, attaque contre la liberté et le pluralisme des médias, nomination des juges acquis à sa cause, répression des minorités LGBT+, et des réfugiés. L'Union européenne a sanctionné ces dérives autocratiques en gelant 22 milliards d'euros de fonds européens, mais Péter Magyar promet un retour aux normes démocratiques. Nous avons devant nous de nombreux défis. Nous devons récupérer les 22 milliards de fonds européens pour donner enfin une impulsion à notre économie, sur laquelle le gouvernement Orban mentait abondamment. Il prétendait avoir eu une année fantastique et qu'elle décollait comme un avion. Mais en fait, c'était le crash. Autre reproche de la Commission européenne, le détournement de l'argent versé au profit du clan Orban. Ainsi, dans sa ville d'enfance de 2000 âmes, Feldshut, il a financé un stade de football pour 4000 personnes, un train touristique, entre autres équipements sous-utilisés. Le pays est devenu, sous le règne d'Orban, le plus corrompu d'Europe. La corruption en Hongrie est très systématique et très centralisée. Ça veut dire qu'on utilise le mot la capture de l'État. Et depuis 2-3 ans, les gens commencent à réaliser que la corruption a un effet sur leur vie aussi. Le niveau des services publics est beaucoup plus bas à cause de la corruption. Désormais, Péter Magyar entend mieux utiliser les aides de l'UE. Il promet une enveloppe dédiée de 2,7 milliards d'euros pour les routes et le réseau ferroviaire en pleine décrépitude. Il déplore ainsi que les trains soient ralentis à 10 km/h sur certaines sections pour éviter les déraillements. Et il s'engage à une liaison TGV entre Budapest et Varsovie. Alors là, Gabor, on est en plus devant un de ces trains qui date véritablement. Plus vieux que moi. C'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'il y a de telles reliques dans une ville aussi moderne que Budapest? Est-ce que c'est justement une bataille politique intense autour des fonds européens qui l'explique? Oui, aussi, mais j'ai envie de commencer l'histoire un peu plus tôt. Au lendemain de la chute du communisme, en fait, on avait tendance à moins investir dans les infrastructures de transport en commun. Pendant 20 ans, c'était le néolibéralisme triomphant. Et après la chute de ce néolibéralisme et le démantèlement de la démocratie en même temps, donc l'avènement du régime Orban, on a ouvert un nouveau chapitre, mais une fois de plus, les transports en commun et les infrastructures de ce type ont été les perdants. Mais pour une nouvelle raison cette fois. C'est parce que le gouvernement Orban a considéré les grandes villes et Budapest, la pécheresse en particulier, comme des ennemis. Ville qui est dans l'opposition, on le précise, ville qui est de centre-gauche. Et donc, ils ont préféré investir ailleurs, ces fonds européens qui sont arrivés en abondance. Avant de voir, d'ailleurs, ces fonds européens suspendus parce que l'état de droit n'a pas été respecté par ce gouvernement Orban.
Gabor, vous avez choisi votre moyen de transport, votre préféré surtout, non? Oui, c'est une trottinette que j'ai empruntée à mon fils il y a 5 ans et je lui ai pas rendu depuis. Alors pourtant, là, on n'est pas sur une très bonne piste cyclable, mais il y en a de plus en plus quand même à Budapest. Pourquoi? Grâce à l'Union européenne un peu. Un peu, oui, il y a des pistes qui ont été cofinancées par l'UE, mais c'est aussi l'arrivée à la tête de la mairie de Budapest d'un écologiste élu en 2019, Gergely Karácsony. Est-ce que finalement, cette politique des transports de la Hongrie, elle a permis de désenclaver beaucoup ce pays? Un peu, mais on n'a toujours pas de train à grande vitesse. Le denier européen aurait pu être utilisé à cette fin, mais bon, ils avaient d'autres priorités. L'autoroute, et avec les autoroutes, on peut beaucoup mieux s'enrichir quand on est un oligarque dans le BTP. Et pour poursuivre sur le sujet, il est temps de prendre le fameux tram jaune de Budapest. Nous allons rencontrer un supporter de Viktor Orban défait par la défaite de son champion aux dernières élections. Il reproche à l'Union européenne son sous-investissement en Hongrie suite au gel des fonds. Depuis 2004, votre entrée dans l'Union européenne, vous avez reçu des fonds de cohésion notamment, mais des fonds structurels, à hauteur de 4% de votre PIB. C'est énorme. Ça a modifié profondément vos villes, par exemple, mais aussi votre système de mobilité, de transport. Oui, évidemment. Nous voulons développer tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est logistique, tout ce qui est service public, y compris le transport. Évidemment, avec une situation géographique comme telle de la Hongrie, c'est très important, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos partenaires, pour les entreprises, pour faire de la commerce, etc. Et est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'il y a des grands projets dont vous êtes particulièrement fiers? On a maintenant un grand projet qui vient d'être terminé. C'est le projet pour les trains directs entre Belgrade et Budapest, qui est très important pour la commerce, mais aussi pour le tourisme. Certains projets, nous avons développés avec notre argent. Certains projets, on a développé avec les fonds européens. Et d'autres projets, on a développé avec d'autres emprunts internationaux, dépendant à ce que l'Union était prête à cofinancer ou non. Alors précisément, la Commission européenne a décidé de geler 18 milliards de fonds européens. C'est un chiffre énorme. Vous avez déjà d'ailleurs perdu 2 milliards définitivement. La conditionnalité de ces fonds, c'est le bon respect de l'état de droit. Et là, vous êtes en infraction. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par la justice européenne. Ah non, pas du tout. C'est des raisons, c'est des conditions politiques qui ne figuraient pas lors de l'accord sur le budget. Madame von der Leyen, ce n'est pas ses fonds à elle, puisque ces fonds sont gelés pour des raisons politiques qui n'ont rien à voir avec l'état de droit, qui n'ont rien à voir avec les conditionnalités. Ces conditionnalités, en fait, sont abusées par la Commission et par Ursula von der Leyen pour des raisons politiques, puisqu'on refuse et on critique la politique migratoire de la Commission, on critique la politique des sanctions et la politique vis-à-vis de l'Ukraine de la Commission. Et on critique aussi la politique du genre, l'idéologie du genre, qui est en fait la politique sociale, la politique familiale. C'est une compétence nationale, non pas européenne. La conditionnalité des fonds, ça porte sur 3 sujets. En effet, la question LGBT, la question du développement démocratique de la liberté universitaire et la question de votre politique d'asile qui n'est pas conforme à ce que vous avez agréé. L'Ukraine n'est pas en cause dans ces fonds. Alors, il y a aussi une autre critique très profonde de la Commission européenne, c'est le détournement de ces fonds européens. On a parlé de clientélisme au profit de proches de Viktor Orban. Le train de Viktor Orban dans son petit village qui a généré 2 millions d'euros de l'Union européenne et qui ne sert à rien. Vous êtes, selon Transparency International, le pays d'Europe le plus corrompu. On a un problème de corruption aussi à Bruxelles, au niveau de l'Union européenne, et les fonds de Mme von der Leyen ne sont pas bloqués. De même façon, il faut des preuves. Déjà en 2022, la Commission nous a demandé de faire des changements spécifiques à des lois, d'introduire des nouvelles autorités comme l'autorité d'intégrité. On a tout fait
comme demandé par la Commission européenne. Et malgré cela, après, ils ont gelé les fonds. Une page se tourne sur la Hongrie de Viktor Orban qui investissait beaucoup dans les autoroutes. L'Union européenne a contribué et va libérer de nouvelles aides, mais selon des critères plus écolos. Bonjour Liliana. Bonjour. Nous sommes effectivement devant un échangeur parce que les routes, elles ont été extraordinairement développées en Hongrie, un peu avec l'argent européen quand même. Et notamment, on est passé de 3 à 9 autoroutes. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Il s'agit d'un nœud circulaire de type turbo, c'est-à-dire d'un rond-point très rapide destiné à accélérer la circulation, afin que les gens puissent atteindre le centre régional plus rapidement. Cette route principale relie l'autoroute M1 entre Budapest et Vienne. Alors, nous allons prendre la fameuse autoroute 83, autoroute hautement européenne. Dites-nous pourquoi. C'est une route entièrement nouvelle qui évite les agglomérations environnantes, donc très rapide. Elle a coûté 250 millions d'euros au total, dont 15% financés par l'État hongrois et 85% par l'Union européenne. Il s'agit donc d'un soutien important, certainement indispensable pour 180 000 habitants de la région. Grâce au financement européen, 5 500 km de routes ont été rénovées ou construites en Hongrie. Entre autres investissements très forts dans les transports. Des infrastructures qui aident au développement du marché unique. La Hongrie, elle a reçu beaucoup de l'Union européenne depuis qu'elle a rejoint cette Union européenne en 2004 et en particulier 22 milliards au titre de la politique de cohésion parce que c'est un pays qui devait faire un rattrapage économique, mais une grande partie de ces fonds, 18 milliards, est gelée, c'est vrai aussi dans le transport. En effet, 7,6 milliards d'euros ont été gelés dans les fonds de cohésion, dont 1,3 milliard pour des projets de transport. Il ne s'agit d'ailleurs plus de projets de transport routier, mais principalement de transport ferroviaire et de transport public urbain. De plus, 600 millions d'euros du budget des transports sont déjà définitivement perdus, car chaque année, 1/6 du montant bloqué est perdu. Allez, on est parti en direction de Vienne. Et maintenant, je suis devant cette borne de recharge pour bateaux financée par l'Union européenne et je suis à Vienne, devant le Danube, pour parler de cette union qui est très importante. Robert, bonjour. Union européenne très importante pour le trafic fluvial. L'Union européenne soutient le transport fluvial et le transport sur le Danube, ainsi que l'harmonisation des règles et des infrastructures tout au long du Danube. Comme cette borne de recharge électrique. Oui, par exemple, ces bornes de recharge électrique sont également cofinancées par le mécanisme européen Connecting Europe et elles ont été installées tout au long du Danube. Outre l'infrastructure, les procédures administratives doivent également être harmonisées. Le Danube est le fleuve le plus international d'Europe. 10 pays sont riverains, dont 7 membres de l'UE. 3 autres, Serbie, Moldavie, Ukraine, dont les règles sont différentes, sont traversées par le Danube. Ça devrait être même fleuve, même règles, mais on en est loin. La numérisation des documents fluviaux, par exemple, peut y contribuer. Il faut aussi harmoniser les exigences en matière d'équipage, les curriculums du staff des navires. Les fonds FEDER, c'est 200 millions sur l'exercice 2021-2027 pour justement le trafic fluvial. C'est une priorité de l'Union européenne, il se développe. Récemment, l'Union européenne a subventionné en priorité des modes de transport plus écologiques. Le transport fluvial, avec l'électrification des flottes, en fait partie. Les initiatives et les projets plus verts sont donc très soutenus et cofinancés par l'Union européenne. Parce que l'interconnexion, l'interconnectivité entre le fluvial, les modes de transport, c'est pas toujours évident. La navigation du Danube doit être améliorée.
car tous les ports ne sont pas en mesure d'accueillir correctement les conteneurs, ni ne possèdent des équipements multimodaux fleuve-rail de transport. C'est même une priorité de l'Union européenne. Mais moderniser le transport fluvial est plus difficile que pour les autoroutes, l'automobile ou les camions. L'infrastructure doit être développée et planifiée à très long terme, de même que la flotte. Un bateau du Danube peut facilement naviguer pendant 50 à 60 ans, alors qu'un camion est remplacé au bout de 5 à 8 ans. Les décisions sont donc plus complexes à prendre pour un mode de transport en progression. Le trafic annuel de marchandises dans les ports du Danube se situe entre 40 et 50 millions de tonnes. Et pour les bateaux de croisière, il y a environ 2 millions de touristes sur ces grands navires-hôtels qui visitent la région et les villes du Danube. Alors l'heure du départ a sonné, merci de nous avoir suivis pour ce voyage à travers toute l'Europe. Vous pouvez d'ailleurs vous-même prendre tous ces moyens de transport pour découvrir les 4 coins de l'Europe. Retrouvez nos émissions sur notre site. À très bientôt à tous.